Mes parents ont essayé de vendre ma maison de campagne pour ma sœur. Maman a dit, elle est enceinte, elle a besoin de sa maison. Je l'ai vendue en secret. 2 semaines plus tard, papa est entré par effraction, sans savoir que l'acheteur était. Je m'appelle Amanda Peterson et, à 35 ans, je ne m'attendais pas à ce que mes propres parents essaient de me voler. La maison de campagne que ma grand-mère m'a laissée était mon sanctuaire, mon évasion du week-end, et le seul endroit qui me semblait vraiment être chez moi. Quand j'ai entendu mes parents prévoir de la vendre pour ma sœur enceinte, Cassandra, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pris une décision ce jour-là qui allait changer notre famille pour toujours. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. En grandissant, ma grand-mère Elisa était mon roc. Pendant que mes parents étaient occupés à aduler ma sœur cadette, Cassandra, mamie Elisa m'a montré ce qu'était le véritable amour inconditionnel. Chaque été, de 8 à 17 ans, je passais 3 mois dans sa ferme à la campagne, l'aidant à s'occuper de son potager, apprenant à faire ses fameuses tartes aux pommes, et m'asseyant sur le porche enveloppant pendant qu'elle me racontait des histoires de sa jeunesse. Pendant ces précieux étés, elle m'a appris l'importance de l'indépendance et de me défendre. Amanda, disait-elle, ses mains burinées repliant les miennes, ne laisse jamais personne profiter de ton bon cœur, pas même la famille, surtout la famille. À l'époque, je pensais qu'elle partageait juste une sagesse générale. Je n'avais aucune idée à quel point ces paroles deviendraient prophétiques. La maison de campagne elle-même était une charmante ferme de 3 chambres située sur un terrain de 2 acres à environ 90 minutes de la ville où je travaillais comme agent immobilier. Elle a été construite dans les années 1940 avec de solides poutres en chêne, des planchers en bois qui craquaient aux bons endroits, et des fenêtres qui captaient parfaitement la lumière du matin. La propriété comprenait un petit verger de pommiers, un espace potager, et un garage détaché que ma grand-mère avait transformé en atelier pour son passe-temps de peinture. Quand mamie Elisa est décédée il y a 5 ans, j'ai été dévasté. Elle avait 88 ans, et bien que sa mort n'ait pas été inattendue, la douleur de la perdre m'a frappé plus fort que je n'aurais pu l'imaginer. Lors de la lecture de son testament, j'ai été surprise d'apprendre qu'elle m'avait spécifiquement légué la maison de campagne, accompagnée d'une lettre expliquant sa décision. Ma très chère Amanda, disait la lettre. Je te laisse cette maison parce que tu es la seule qui l'aime vraiment comme je l'ai aimée. Je t'ai vu te connecter à cette terre depuis que tu es petite. Cette maison a des histoires dans ses murs, et je sais que tu les honoreras et que tu y ajouteras tes propres chapitres. Ce n'est pas juste un bien immobilier. C'est une partie de qui tu es. Mes parents ont semblé me soutenir au début. Ils avaient leur propre maison confortable en banlieue et n'avaient jamais montré beaucoup d'intérêt pour « la vieille bicoque à la campagne », comme ils l'appelaient. Ma sœur Cassandra, 28 ans et toujours l'enfant en or, était trop concentrée sur la vie citadine pour se soucier d'une maison qui n'avait pas de centres commerciaux à distance de marche. Au cours des 5 dernières années, j'ai mis mon cœur, mon âme et une part importante de mes économies dans la préservation et l'amélioration de la propriété. Chaque week-end que je pouvais, je prenais la route le vendredi soir et je revenais le dimanche soir, mon esprit rechargé par la paix que j'y trouvais. Le contraste entre ma sœur et moi n'aurait pas pu être plus marqué. Alors que j'avais bâti une carrière stable en tant qu'agent immobilier, devenant finalement l'une des meilleures vendeuses de mon agence, Cassandra passait d'un emploi à l'autre, de relation en relation, d'appartement en appartement. Nos parents trouvaient constamment des excuses pour son esprit libre et son tempérament artistique, tandis que ma nature pragmatique et mon éthique de travail étaient simplement attendues plutôt que célébrées. Ta sœur est sensible, disait ma mère chaque fois que Cassandra quittait un autre emploi parce que son patron ne la comprenait pas. Pendant ce temps, mes semaines de 60 heures de travail et mes réussites professionnelles étaient reconnues par de brefs hochements de tête et des changements de sujets rapides. Malgré ce déséquilibre, j'entretenais une relation cordiale avec ma famille. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition mensuelle, bien que je me sentais souvent plus comme une observatrice qu'une participante, les conversations tournant autour du dernier drame de Cassandra ou du cercle social de mes parents. Tout a changé il y a 3 mois, lorsque Cassandra a annoncé qu'elle était enceinte. Son petit ami Tyler, avec qui elle sortait depuis un peu moins d'1 an, était assis mal à l'aise à la table du dîner alors que ma sœur partageait la nouvelle. Mes parents ont d'abord été choqués, puis sont rapidement passés à l'extase à l'idée de leur premier petit enfant. Cela change tout, a déclaré ma mère en serrant la main de Cassandra par-dessus la table. Vous deux devez commencer à vous préparer pour ce bébé. J'ai offert mes sincères félicitations, bien que j'ai des inquiétudes privées quant à la capacité de ma sœur à être parent, compte tenu de son mode de vie instable. Ces inquiétudes se sont avérées justifiées lorsque, au cours des semaines suivantes,
le sujet de la situation de logement du couple est devenu un sujet fréquent. Ils ne peuvent absolument pas rester dans ce minuscule appartement d'une chambre avec un bébé, s'est inquiétée ma mère lors d'un dîner du dimanche. Le loyer est si cher de nos jours, a ajouté mon père, me regardant de manière significative. C'est difficile pour les jeunes qui débutent. J'ai senti que la conversation se dirigeait vers une demande d'aide financière, ce qui ne serait pas la première fois. Au fil des ans, j'avais prêté de l'argent à Cassandra pour diverses urgences, dont aucune n'avait jamais été remboursée. Compte tenu de mon revenu stable, je m'étais déjà résigné à la probabilité qu'on me demande de contribuer aux besoins de mon futur neveu ou de ma future nièce. Ce que je n'avais pas prévu, c'est jusqu'où iraient les attentes de ma famille. C'est lors d'un de nos dîners de famille du dimanche, environ 2 mois après l'annonce de la grossesse de Cassandra, que j'ai accidentellement découvert leur plan. Je m'étais excusé pour aller aux toilettes et je revenais dans le couloir quand j'ai entendu la voix de mon père depuis la cuisine. Je pense que nous devrions mettre la propriété de campagne en vente le mois prochain. Le printemps est le meilleur moment pour vendre et nous pourrions en obtenir le meilleur prix sur ce marché. Je me suis figé en plein mouvement, pensant d'abord qu'il devait parler d'une de ses propres propriétés d'investissement. Mon père avait tâté de l'immobilier au fil des ans, bien qu'il ait toujours refusé mes conseils professionnels. Penses-tu qu'Amanda nous posera des problèmes ? A répondu ma mère, sa voix étouffée mais assez claire pour que je l'entende. La mention de mon nom m'a glacé. Il ne pouvait pas parler de ma maison, pensais-je, la maison qui était légalement la mienne, qui m'avait été laissée dans le testament de ma grand-mère, que j'entretenais et améliorais avec mon propre argent depuis 5 ans. Elle doit comprendre, a poursuivi mon père. Cassandra fonde une famille. Elle a besoin de son propre logement, pas d'un appartement exigu. D'ailleurs, Amanda n'y vit même pas à plein temps. Elle est juste vide la plupart de la semaine. J'ai senti mes mains se mettre à trembler alors que la réalité de leur conversation s'imposait à moi. Ils prévoyaient de vendre ma maison, mon héritage, mon sanctuaire, sans même en discuter avec moi, comme s'il s'agissait d'un bien familial commun plutôt que de ma propriété personnelle. On devrait en parler après le dessert, a suggéré ma mère. Insister sur l'importance de cela pour le bébé. Amanda a toujours été raisonnable. Par « raisonnable », je savais qu'elle voulait dire « docile ». La fille parfaite qui ne causait jamais de problème, qui se pliait aux décisions familiales sans protester, la fiable sur qui on pouvait compter pour se sacrifier pour sa sœur, comme je l'avais fait toute ma vie. J'ai dû faire un bruit car la conversation s'est brusquement arrêtée. Me ressaisissant, je suis entré dans la cuisine avec ce que j'espérais être une expression neutre. Besoin d'aide pour le dessert, maman, ai-je demandé, ma voix étonnamment stable malgré la tempête qui grondait en moi. Non, ma chérie, je prépare juste le café. Va t'asseoir. Nous arrivons tout de suite. Je suis retourné dans la salle à manger où Cassandra montrait quelque chose à Tyler sur son téléphone, tous deux riant. Ma sœur m'a regardé avec un sourire qui semblait maintenant calculateur plutôt que chaleureux. Tout va bien, sœurette ? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué du travail, ai-je répondu en prenant ma place. Quand mes parents sont revenus avec du café et la tarte aux pommes de ma mère, j'ai attendu qu'ils abordent le sujet. Une partie de moi espérait que j'avais mal entendu ou mal compris, qu'ils ne pouvaient pas planifier ce que je pensais. Mon père s'est raclé la gorge après avoir servi la tarte. Amanda, nous voulions discuter de quelque chose d'important avec toi. C'est à propos de la maison de ta grand-mère. Ma maison ? Ai-je corrigé doucement. Il a cligné des yeux un instant, déstabilisé. Oui, enfin, techniquement, mais nous avons pensé à la situation de Cassandra. Ma mère a enchaîné, sa voix prenant le ton mielleux qu'elle utilisait pour persuader quelqu'un. Ta sœur va avoir un bébé, Amanda. Et ai-je incité, un froid s'installant dans ma poitrine. Et nous pensons que la solution la plus sensée serait de vendre la maison de campagne, a déclaré mon père sans ambages. Cela fournirait assez d'argent pour un acompte sur un bel appartement pour Cassandra et Tyler, quelque chose avec 2 chambres dans un bon quartier scolaire. Je les ai regardés, attendant une reconnaissance de l'audace de ce qu'ils proposaient. Aucune n'est venue. Cette maison m'appartient, ai-je dit lentement. Mamie me l'a laissée dans son testament. J'ai payé les impôts, l'assurance, l'entretien. J'ai mis des milliers de dollars de mon propre argent dans les rénovations. Et personne ne dit que tu n'as pas fait un travail formidable avec, s'est empressée d'ajouter ma mère. Mais sois pragmatique, Amanda. Tu n'y vas que les week-ends.
Ta sœur a besoin d'une maison tous les jours. Alors achète-lui en une, ai-je répondu, ma voix se durcissant. Pourquoi faut-il que ce soit ma maison qui soit vendue? Parce que nous n'avons pas ce genre d'argent qui traîne, a lâché mon père, sa façade raisonnable se fissurant légèrement. Il s'agit de la famille qui est de la famille. Ta sœur est enceinte, a ajouté ma mère, comme si j'avais pu oublier ce fait. Ne te soucies-tu pas que ton neveu ou ta nièce grandisse dans un bon environnement? Je me suis tourné vers Cassandra, qui était restée inhabituellement silencieuse pendant cet échange. Elle a croisé mon regard avec un mélange de droit et de défi. J'ai déjà commencé à penser à la façon dont j'aménagerais la chambre d'enfant, a-t-elle dit. La deuxième chambre reçoit une si bonne lumière matinale. Ce serait parfait. La manière désinvolte dont elle parlait de mon espace, de la pièce où je gardais les courtes pointes de ma grand-mère et mon propre matériel de peinture, a enflammé quelque chose de féroce en moi. Ils avaient déjà planifié cela, en avaient discuté, avaient pris des décisions, le tout sans un seul mot pour moi jusqu'à maintenant. Laissez-moi comprendre, ai-je dit en posant ma tasse de café avec précaution pour cacher le tremblement de mes mains. Vous voulez que je renonce à la maison que ma grand-mère m'a spécifiquement laissée, que j'ai entretenue avec amour pendant 5 ans, pour que vous puissiez la vendre et donner l'argent à Cassandra pour un appartement? Pas renoncer, a corrigé mon père. Tu recevrais aussi une partie des bénéfices, bien sûr. Comme c'est généreux, ai-je répondu, incapable de cacher l'amertume de ma voix. Et est-ce que quelqu'un a pensé à me demander avant de faire ses plans? Ou avez-vous simplement supposé que j'accepterais, comme toujours? Amanda, a soupiré ma mère. Ne sois pas difficile. C'est ce que font les familles. Elles se soutiennent mutuellement. Le soutien va dans les deux sens, maman. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a soutenu ce que je veux, ce dont j'ai besoin? Un silence tendu s'est installé sur la table. Ce n'était pas ainsi que notre famille fonctionnait. Les conflits ouverts étaient évités, en particulier lorsqu'il s'agissait que Cassandra obtienne ce qu'elle voulait. Tyler, l'air profondément mal à l'aise, a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous en discuter une autre fois, quand tout le monde sera plus calme. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit en me levant. La maison est à moi. Je ne la vendrai pas. Ni maintenant, ni jamais. Amanda, a haleté ma mère. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini. Moi si, ai-je répondu en attrapant mon sac à main. Merci pour le dîner. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père a appelé après moi. Pense-y, au moins. La famille doit passer en premier. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte. C'est exactement ce que je fais. Je suis parti sans un autre mot. Le claquement de la porte derrière moi ponctuant ma sortie d'une manière qui était profondément hors de caractère pour la fille accommodante que j'avais toujours été. Assise dans ma voiture, les mains agrippant le volant, j'ai réalisé qu'il s'attendait pleinement à ce que j'accepte finalement. Après tout, je l'avais toujours fait avant. Pas cette fois. Le week-end suivant, je me suis rendu à la maison de campagne avec une lourdeur au cœur que je n'avais jamais associée à cet endroit auparavant. Pendant 5 ans, franchir le seuil de la vieille ferme m'avait toujours apporté un sentiment immédiat de paix. Maintenant, en déverrouillant la porte et en entrant, je sentais le poids de la trahison de ma famille m'accompagner. J'ai traversé chaque pièce, observant lentement les détails que j'en étais venu à aimer. La cuisine avec son réfrigérateur Vermont vintage des années 1950 que j'avais spécialement restauré. Le salon avec la cheminée en pierre où ma grand-mère et moi avions passé d'innombrables soirées à jouer aux cartes et à parler de la vie. La chambre principale où j'avais soigneusement préservé le cadre de lit sculpté à la main que mon grand-père avait fabriqué comme cadeau de mariage pour ma grand-mère. Dehors, sur le porche enveloppant, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère et j'ai essayé d'imaginer cet endroit appartenant à des étrangers. La pensée m'a causé une douleur physique. Cette maison n'était pas seulement du bois, des clous et une valeur immobilière. C'était des souvenirs, une connexion et le seul endroit où je sentais vraiment la présence de ma grand-mère. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que j'avais quitté la maison de mes parents le dimanche précédent. J'avais répondu de manière minimale, n'envoyant que de brefs textos, les assurant que j'allais bien mais que j'avais besoin d'espace. Maintenant, assise sur le porche à regarder le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose, ma mère a de nouveau appelé. Amanda, a-t-elle commencé sans préambule quand j'ai répondu. J'aimerais que tu arrêtes de bouder. Nous essayons d'avoir une discussion familiale sérieuse. Il n'y a rien à discuter,
ai-je répondu en gardant ma voix égale. C'est ma maison. Je ne la vends pas, ta sœur est en larmes, a-t-elle rétorqué, brandissant l'arme qui avait toujours fonctionné auparavant. Les larmes de Cassandra avaient été l'atout maître de notre dynamique familiale depuis l'enfance. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, me surprenant de mon absence de culpabilité habituelle. Mais cela ne change pas ma décision. Ton père a déjà parlé à un de ses amis agents immobiliers. Il dit que nous pourrions la mettre en vente la semaine prochaine. La manière désinvolte dont elle a mentionné cela m'a envoyé une nouvelle vague de choc. Sans ma permission. Je suis la propriétaire légale, maman. Seul moi peux vendre cette maison. Ne sois pas technique, Amanda, a-t-elle soupiré. C'est une affaire de famille. Non, c'est une affaire juridique et je te le dis clairement, je ne vendrai pas ma maison. La conversation s'est terminée par le soupir frustré de ma mère et un clic alors qu'elle me raccrochait au nez. Ce n'était que le début. Tout au long du week-end, les appels et les textos ont continué. Mon père a envoyé des liens vers des appartements qu'il pensait être parfaits pour Cassandra, accompagnés de notes sur leur coût. Ma sœur a envoyé des photos de meubles de bébé avec des légendes comme « Ce berceau serait si mignon dans la chambre du haut ». Le dimanche soir, alors que je me préparais à retourner en ville, j'ai reçu le message le plus choquant à ce jour. Mon père a texté « Nous avons organisé une journée portes ouvertes pour samedi prochain. Assure-toi que l'endroit est bien rangé. » Je l'ai immédiatement appelé. « Tu as fait quoi ?» Maintenant, Amanda, a-t-il commencé sur son ton conciliant. On a juste pensé qu'on allait lancer le processus. Les gens sont très intéressés par les propriétés de campagne en ce moment. Annule ça, ai-je dit fermement. Tu n'as aucun droit de montrer ma maison à qui que ce soit. Nous avons toujours la clé de rechange de l'époque où nous t'avons aidé à déménager des meubles l'année dernière, a-t-il continué comme si je n'avais pas parlé. Donc, ne t'inquiète pas d'être là. On s'occupera de tout. La prise de conscience que mes parents avaient accédé à ma propriété sans ma connaissance ou mon consentement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela dépassait la simple arrogance pour quelque chose qui ressemblait dangereusement à du vol. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement appelé mon amie Stéphanie qui avait été ma confidente à travers de nombreux drames familiaux au fil des ans. Ils ont fait quoi, s'est-elle exclamée après que j'ai expliqué la situation. Amanda, ce n'est pas seulement inconsidéré. C'est illégal. Ils ne peuvent pas vendre une propriété qui ne leur appartient pas, je sais, ai-je soupiré, mais ils ne semblent pas se soucier de ce détail mineur. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé le ciel qui s'assombrissait, les premières étoiles commençant à apparaître. Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas les laisser me prendre ça. Bien, a dit fermement Stéphanie. Il est temps que tu leur tiennes tête. Ils profitent de ta bonne nature depuis des années. Après avoir raccroché, je suis resté assise longtemps, réfléchissant à mes options. Je pouvais changer les serrures, mais ce ne serait qu'une solution temporaire. Je pouvais à nouveau confronter mes parents, mais ils avaient déjà montré qu'ils n'étaient pas disposés à écouter la raison. Je pouvais faire appel à des avocats, mais l'idée d'une action en justice contre ma propre famille me rendait malade. Alors que je retournais en ville cette nuit-là, une idée a commencé à se former. C'était extrême, peut-être même un peu vindicatif, mais plus j'y pensais, plus cela me semblait être ma seule option pour prendre le contrôle de la situation. J'étais agent immobilier. Si quelqu'un allait vendre ma maison, ce serait moi, et ce serait selon mes termes, pas les leurs. La décision s'est installée dans mon esprit comme un poids qui se lève. Le temps que j'arrive à mon appartement, je savais exactement ce que j'allais faire. Mes parents voulaient vendre ma maison pour Cassandra. Très bien, mais ils étaient sur le point d'apprendre une dure leçon sur le fait de faire des suppositions sur ma docilité. Le lundi matin, je suis allé directement au bureau de mon courtier. Darren, ai-je dit en m'asseyant en face de lui, je veux mettre ma propre propriété en vente, et j'ai besoin que cela se fasse rapidement. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. En tant qu'un des meilleurs agents de mon agence, je savais exactement comment positionner la propriété pour une vente rapide. J'ai fait appel à des faveurs de photographes, de metteurs en scène et de spécialistes de l'inscription. Le mercredi, des photos professionnelles mettant en valeur le caractère charmant de la ferme et la beauté du terrain environnant étaient prêtes. J'ai soigneusement rédigé la description de l'annonce moi-même. Ferme historique avec des équipements modernes situés sur 2 acres de terrain paysager, comprenant un verger de pommiers établi, des planchers en bois d'origine, une cheminée en pierre et des détails artisanaux partout.
cuisine et salle de bain rénovées, toit neuf et électricité entièrement refaite. À 90 minutes du centre-ville. Retraite de week-end parfaite ou résidence à l'année pour ceux qui recherchent la paix sans sacrifier le confort. J'ai délibérément fixé le prix légèrement en dessous de la valeur du marché, sachant que cela susciterait un intérêt immédiat. Bien que je veuille une vente rapide, je n'étais pas assez désespéré pour brader la propriété. Le marché actuel des maisons de campagne était fort, les citadins cherchant de plus en plus des propriétés d'évasion à distance de navette. Mon courtier d'arène a haussé un sourcil face à mon empressement, mais a posé peu de questions. Nous avions travaillé ensemble assez longtemps pour qu'il fasse confiance à mon jugement, même s'il sentait qu'il y avait plus à l'histoire que ce que je partageais. Des demandes spéciales pour les protocoles de visite, a-t-il demandé alors que nous finalisions le contrat d'inscription. Oui, ai-je répondu. Pas de journée portes ouvertes publiques. Acheteur qualifié uniquement avec preuve de fonds ou préapprobation. Et je veux approuver personnellement chaque visite. Cela me permettrait de contrôler qui voyait la propriété et quand, réduisant les chances que mes parents ou ma sœur le découvrent prématurément. J'avais été délibérément vague dans mes communications avec eux au cours des derniers jours. Pas de mensonges directs, mais certainement pas d'informations volontaires sur mes projets. Lorsque mon père a texté pour me demander si j'avais retrouvé la raison, j'ai simplement répondu que je réfléchissais. Lorsque ma mère a appelé pour dire que l'ami agent immobilier voulait passer le jeudi pour prendre des mesures, je lui ai dit que j'avais un client à la maison ce jour-là et que ce ne serait pas possible, ce qui n'était pas faux, car j'y serais en effet avec un photographe. L'annonce a été mise en ligne le vendredi matin, marquée comme « privé », de sorte qu'elle ne serait visible que par les agents et leurs clients, pas sur les sites web publics où ma famille pourrait tomber dessus. À midi, nous avions 6 demandes de visite. J'ai soigneusement programmé celle-ci pour le samedi, sachant que mes parents seraient à un événement de golf caritatif qu'ils avaient mentionné au dîner. J'ai pris ma journée et je suis parti tôt pour préparer la maison, m'assurant que chaque détail était parfait. Les 2 premiers couples étaient agréables mais pas sérieusement intéressés. Le troisième, un couple d'artistes à la recherche d'un espace de studio, a adoré la propriété mais étirait clairement leur budget. Le 4e et le 5e étaient des investisseurs à la recherche de location de vacances, ce qui m'a serré le cœur à l'idée que la maison bien-aimée de ma grand-mère soit transformée en Airbnb. Le dernier rendez-vous de la journée était avec Gabriel Jackson, un homme d'affaires prospère d'une 40aine d'années qui cherchait une retraite privée loin de son travail à haute pression en ville. Dès qu'il a franchi la porte, j'ai pu voir son appréciation sincère pour le caractère de la maison. Ce savoir-faire, a-t-il dit en passant la main sur la rampe en chaîne de l'escalier. On ne voit plus de travail comme ça. En lui faisant visiter, Gabriel a posé des questions réfléchies, non seulement sur les aspects pratiques de la propriété, mais aussi sur son histoire et son caractère. Lorsque nous avons atteint le studio dans le garage aménagé, il a passé un long moment à regarder l'espace. Ma défunte femme était peintre, a-t-il expliqué doucement. Elle a toujours voulu un studio avec une lumière du Nord comme celui-ci. Il y avait quelque chose dans sa manière, un respect pour la propriété et son importance qui me rappelait mon propre attachement à l'endroit. Quand il a demandé si nous pouvions nous asseoir sur le porche quelques minutes avant son départ, j'ai accepté. C'est une propriété spéciale, Amanda, a-t-il dit alors que nous étions assis dans les fauteuils à bascule surplombant le verger. Je peux dire qu'elle signifie beaucoup pour vous. J'ai hésité, puis je me suis retrouvé à expliquer la situation. Pas tout le drame familial, mais assez pour qu'ils comprennent que vendre était une décision difficile pour moi. Ma grand-mère me l'a laissée, ai-je dit. J'ai toujours pensé que je la garderais pour toujours. Mais les circonstances ont changé. Gabriel a hoché la tête pensivement. Si je devais faire une offre, est-ce que cela vous apporterait une certaine tranquillité d'esprit de savoir que je prendrais soin de cet endroit comme vous l'avez fait? Je ne le démolirai pas ni ne subdiviserai le terrain. Je veux juste un endroit calme pour lire des livres et regarder les saisons changer. Au moment de son départ, j'avais le sentiment qu'il ferait une offre. Effectivement, son agent a appelé le mien dans les 2 heures. L'offre était nette, pour le prix demandé, avec une demande de clôture rapide mais une occupation flexible pour me donner le temps de dire au revoir à la maison correctement. J'ai accepté immédiatement. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de paperasse, d'inspection et d'emballage subreptice. J'ai dit à ma famille que j'étais occupé par une grosse inscription au travail, ce qui n'était pas entièrement faux. J'ai évité le dîner du dimanche, prétextant des obligations professionnelles. Lorsque ma mère a insisté pour savoir quand ils pourraient reprogrammer leur journée portes ouvertes prévue,
j'ai esquivé avec des commentaires vagues sur le fait que je réfléchissais encore. En vérité, je retirais soigneusement les objets personnels de la maison de campagne, me concentrant sur les choses ayant une valeur sentimentale plutôt que monétaire. Les fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère, la courte pointe qu'elle avait faite pour ma remise de diplôme, des photographies de famille qui ne pouvaient être remplacées. J'ai travaillé avec mon avocat pour m'assurer que toute la paperasse était impeccable, ne laissant aucune contestation juridique possible. La propriété était incontestablement à moi à vendre, mon nom seul sur l'acte depuis que la succession de ma grand-mère avait été réglée 5 ans plus tôt. Mes parents n'avaient absolument aucune revendication légale, malgré leur conviction apparente que les biens familiaux étaient communs, quelle que soit la propriété légale. La clôture était prévue pour un jeudi matin. Gabriel et moi nous sommes rencontrés au bureau de la société de titres. Nous avons tous deux choisi de gérer cela en personne plutôt que par l'intermédiaire de représentants. En signant les nombreux documents, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Le deuil de laisser partir cet endroit bien-aimé se mêlait à la satisfaction d'avoir pris le contrôle de la situation. « J'ai quelque chose pour vous », a dit Gabriel. Après la signature des derniers papiers et la remise officielle des clés, il a sorti une carte de visite de sa mallette. « Voici mes coordonnées personnelles. Si jamais vous voulez visiter la propriété, appelez simplement. Vous serez toujours la bienvenue. » Le geste m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. « Merci. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » En marchant vers ma voiture, chèque de banque en main pour une somme qui dépassait même les estimations les plus optimistes de mes parents, j'ai ressenti un étrange sentiment de perte et de libération. J'avais transféré les fonds sur un nouveau compte dans une banque différente de la mienne, m'assurant que mes parents n'auraient aucun moyen d'accéder à l'argent ou même d'en connaître l'existence. Maintenant venait la partie la plus difficile, attendre que ma famille découvre ce que j'avais fait. Pendant 2 semaines après la clôture, j'ai réussi à maintenir la mascarade. J'ai prétexté des urgences professionnelles pour éviter les dîners du dimanche. J'ai répondu au texto avec juste assez d'informations pour ne pas éveiller les soupçons, mais pas assez pour révéler mes actions. Je savais que ce délicat équilibre ne pourrait pas durer éternellement, mais j'avais besoin de temps pour me préparer émotionnellement à la confrontation inévitable. Ce que je n'avais pas prévu, c'est la rapidité et la dramaturgie avec lesquelles cette confrontation se déroulerait. C'est arrivé un samedi matin. J'étais dans mon appartement en ville, profitant d'un rare petit déjeuner tranquille et rattrapant des emails professionnels lorsque mon téléphone a sonné. C'était mon père, son ton inhabituellement frénétique. « Amanda, Dieu merci tu réponds. Il y a quelqu'un dans ta maison. » Mon cœur a fait un bond alors que le moment de vérité arrivait plus tôt que prévu. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, jouant la montre. On est allé à la maison de campagne avec Cassandra pour prendre des mesures pour les meubles de la chambre d'enfant, a-t-il expliqué à la hâte. J'ai utilisé ma clé pour entrer, et il y avait un homme à l'intérieur qui a prétendu que nous étions des intrus. Il a dit qu'il appelait la police. La réalité de ce qui s'était passé m'a frappé d'un coup. Mes parents avaient emmené Cassandra dans mon ancienne maison, s'étaient introduits sans permission en utilisant une clé qu'ils auraient dû rendre depuis longtemps, et avaient rencontré Gabriel, le propriétaire légitime, qui a naturellement supposé qu'ils étaient des intrus. « Restez là », ai-je dit, ma voix remarquablement calme compte tenu des circonstances. « J'arrive tout de suite. »« Dépêche-toi. Cet homme menace de nous faire arrêter. » J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, arrivant à la maison de campagne en un peu plus d'1 heure. En remontant l'allée de gravier, j'ai vu un tableau surréaliste, une voiture de police garée derrière le SUV de mes parents, ma mère assise sur les marches du Porsche l'air abasourdi, mon père gesticulant sauvagement à un officier à l'air patient, Cassandra pleurant sur le siège avant de leur véhicule, et Gabriel debout calmement près de la voiture de police. En sortant de ma voiture, tous les regards se sont tournés vers moi. « Amanda » a crié mon père, le soulagement évident dans sa voix. « Dis à cet officier que c'est ta maison et que nous avons la permission d'être ici. » J'ai marché lentement vers le groupe, le poids du moment pesant sur moi. C'était ça, le point de non-retour. En fait, ai-je dit clairement, ce n'est plus ma maison. Je l'ai vendue il y a 2 semaines à Monsieur Jackson. Il est le propriétaire légal maintenant. Le silence qui a suivi était absolu. Même les sanglots de Cassandra depuis la voiture ont momentanément cessé. Le visage de mon père est passé du soulagement à la confusion puis à une horreur naissante en l'espace de quelques secondes. « De quoi parles-tu » a finalement réussi à dire ma mère, se levant des marches du Porsche. « Tu ne peux pas avoir vendu la maison. On allait la vendre pour l'appartement de Cassandra.
L'officier a regardé entre nous avec une compréhension croissante. Madame, a-t-il adressé à ma mère. Êtes-vous en train de dire que vous êtes entrée dans cette propriété sans la permission du propriétaire? Non, non, a rapidement interjeté mon père. C'est un malentendu familial. Amanda, dis-leur que c'est une erreur. J'ai regardé Gabriel, qui m'a fait un petit signe de tête de soutien. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit fermement. J'ai vendu la maison à Monsieur Jackson il y a 2 semaines. La vente a été enregistrée auprès du comté. Mes parents et ma sœur n'ont plus aucun droit d'accéder à cette propriété. C'est impossible. S'est exclamée ma mère. Tu ne peux pas l'avoir vendue sans nous le dire. On avait des projets. Vos projets, ai-je corrigé, pas les miens. Vous avez décidé de ce qu'il adviendrait de ma propriété sans me consulter. Vous avez programmé des visites sans ma permission. Vous avez gardé une clé sans que je le sache. Et aujourd'hui, vous vous êtes introduit par effraction dans une maison qui ne m'appartient plus. Le visage de mon père était devenu d'un rouge alarmant. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je rétorqué. La maison était à moi, légalement, moralement, de toutes les manières qui comptent. L'officier, clairement mal à l'aise avec le drame familial qui se déroulait devant lui, s'est raclé la gorge. D'après ce que j'entends, il semble que ces gens, a-t-il dit en désignant mes parents, sont entrés illégalement dans la propriété, bien que sous un malentendu. Monsieur Jackson, voulez-vous porter plainte pour intrusion? Gabriel a secoué la tête. Non, ce ne sera pas nécessaire, tant qu'ils partent maintenant et comprennent qu'ils ne peuvent pas revenir sans invitation. Mon père avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais ma mère lui a tiré le bras. Allons-y, Robert. Pas ici. Pas comme ça. Alors qu'ils se tournaient vers leur voiture, Cassandra est finalement sortie. Son visage strié de larmes et tordu de fureur. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle crié en fonçant vers moi. Ah mon bébé. Tu savais qu'on avait besoin de cette maison. Tu avais besoin d'un endroit où vivre, ai-je répondu en gardant ma voix égale. Pas spécifiquement de cette maison, pas de ma maison. Tu es si égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu te venges sur mon enfant innocent. Mon père a dû la guider physiquement jusqu'à la voiture alors qu'elle continuait de crier des accusations. Par la fenêtre ouverte, je pouvais l'entendre sangloter que j'avais tout gâché et que je ne m'étais jamais soucié de la famille. Alors qu'il s'éloignait, l'officier a levé son chapeau. Je déposerai un rapport sur l'incident. Mais comme il n'y a pas de désir de porter plainte, cela devrait en rester là. Je vous recommanderais de changer les serrures si vous ne l'avez pas déjà fait, monsieur. Déjà fait, l'a assuré Gabriel. Merci pour votre aide. Quand la voiture de police a été partie, Gabriel et moi nous sommes retrouvés maladroitement dans l'allée. Je suis désolé pour ça, ai-je finalement dit. J'aurais dû vous prévenir que quelque chose comme ça pourrait arriver. Il a secoué la tête. Les complications familiales sont rarement nettes ou prévisibles. Voulez-vous entrer pour une tasse de café? C'est toujours votre Porsche aussi, en ce qui me concerne. J'ai regardé la maison, ces lignes familières appartenant maintenant à quelqu'un d'autre. Merci, mais je devrais probablement gérer les retombées de tout ça. À une autre fois. N'importe quand, a-t-il dit gentiment. En retournant en ville, mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des textos et des appels de mes parents et de ma sœur. Je l'ai éteint, ayant besoin d'espace pour traiter ce qui venait de se passer. La confrontation avait été tout aussi horrible que je l'avais craint. Pourtant, sous le stress et la culpabilité, il y avait un surprenant sentiment de soulagement. La vérité était sortie. Pour le meilleur ou pour le pire, j'avais tenu bon. Les semaines qui ont suivi ce que ma mère a qualifié de « la trahison » ont été parmi les plus difficiles de ma vie d'adulte. Ma famille alternait entre un silence glacial et des éclats de colère explosifs, sans aucun terrain d'entente pour une véritable conversation. Mon père a envoyé une lettre à l'allure officielle exigeant que je remette le produit de la vente, affirmant qu'il s'agissait de fonds familiaux légitimes destinés à l'appartement de Cassandra. Ma mère a laissé des messages vocaux larmoyants sur la façon dont j'avais brisé son cœur et détruit la famille. Ma sœur m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et a dit à des amis communs que je l'avais abandonnée dans son moment de besoin. Les membres de la famille élargie se sont rapidement impliqués, ayant entendu des versions très variables de l'histoire. Ma tante, Carole, a appelé pour demander s'il était vrai que j'avais vendu le domaine familial sous le nez de tout le monde.
Mon cousin Patrick a texté pour dire qu'il pensait que j'avais bien fait de me défendre, mais il était minoritaire. Le récit qui se propageait était que moi, la carriériste égoïste, avait nonchalamment ignoré les besoins de ma sœur enceinte par dépit et cupidité. Peu semblaient intéressés à entendre ma version, à savoir que la maison m'appartenait légalement, que je l'avais entretenue pendant des années sans l'aide de personne, que ma famille avait tenté de se l'approprier sans mon consentement. Il y a eu des moments où j'ai remis ma décision en question, me demandant si j'aurais dû trouver un compromis. J'aurais peut-être pu prêter de l'argent à Cassandra pour un acompte tout en gardant la maison. J'aurais peut-être pu la vendre et partager les bénéfices de manière plus équitable. La culpabilité s'insinuait dans les moments de calme, me faisant me demander si j'avais surréagi. Puis je me souvenais de l'arrogance dans leur voix alors qu'ils discutaient de la vente de ma propriété comme si je n'avais pas mon mot à dire. Je me rappelais l'hypothèse désinvolte de ma sœur selon laquelle la chambre où je gardais mes biens les plus précieux deviendrait la chambre de son bébé. Je pensais à la lettre de ma grand-mère me confiant la maison spécifiquement parce qu'elle savait que j'honorerais son histoire et son importance. Environ un mois après la confrontation, j'ai reçu un message inattendu de Tyler, le petit ami de Cassandra et le père de son bébé. « Pouvons-nous nous voir pour un café ? Juste toi et moi. Il y a des choses que tu devrais savoir. » Curieuse et un peu méfiante, j'ai accepté de le rencontrer dans un café à mi-chemin entre mon bureau et son lieu de travail. Quand il est arrivé, il avait l'air fatigué et stressé, la responsabilité imminente de la paternité pesant clairement sur lui. « Merci d'être venu », a-t-il dit en se glissant dans la banquette en face de moi. « Cassandra me tuerait si elle savait que je te parle. »« J'apprécie que tu aies tendu la main », ai-je répondu. « Comment va-t-elle, et le bébé ? » Ils vont bien tous les deux, sur le plan de la santé. Il a hésité, remuant son café distraitement. Il y a des choses sur notre situation que ta famille n'a pas été honnête à propos. Au cours de l'heure qui a suivi, Tyler a partagé des révélations qui ont changé ma compréhension de tout le scénario. Contrairement à l'impression que mes parents avaient donnée, lui et Cassandra n'étaient pas dans une situation financière désastreuse. Tyler avait un emploi stable en informatique avec de bons avantages. Il pouvait se permettre leur appartement confortablement, et bien qu'il soit petit, il se trouvait dans un bon quartier avec d'excellentes écoles à proximité. « Je n'ai jamais voulu ta maison », a-t-il admis. J'ai été choqué quand Cassandra m'a dit que c'était le plan. Je n'arrêtais pas de dire que nous pouvions économiser pour notre propre logement, mais elle a insisté sur le fait que ses parents avaient promis de s'occuper de tout. De plus, Tyler a révélé qu'il avait été profondément mal à l'aise avec la façon dont j'étais traité tout au long de la situation. La façon dont il parlait de toi quand tu n'étais pas là, comme si tu leur devais cette énorme faveur et que tu étais difficile de ne pas accepter immédiatement, ça ne m'a pas plu. Le plus surprenant, c'est que Tyler a avoué qu'il économisait pour un acompte sur un modeste appartement depuis plus d'1 an. Je voulais que ce soit une surprise pour l'arrivée du bébé, mais maintenant je ne sais pas si c'est ce que Cassandra veut même. Elle n'arrête pas de parler de la maison qu'elle a perdue comme si elle lui appartenait déjà. Cette conversation m'a incité à faire mes propres recherches. Utilisant mes relations dans l'immobilier, j'ai découvert que mes parents avaient refinancé leur propre maison 6 mois plus tôt, retirant une somme considérable. Ils avaient certainement les moyens d'aider Cassandra avec un logement s'ils le voulaient, sans impliquer ma propriété. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Il ne s'était jamais agi du besoin désespéré de logement de Cassandra. Il s'agissait du désir de mes parents de paraître généreux et solidaires sans dépenser leur propre argent. Ils avaient vu mon héritage comme une solution facile, une ressource familiale à redistribuer à leur guise plutôt que ma propriété personnelle. Quand j'ai parlé de cette information à mon amie Stéphanie, elle n'a pas été surprise. Ils t'ont toujours traité comme la responsable qui devrait se sacrifier pour tout le monde, a-t-elle souligné. Ils n'ont probablement jamais imaginé que tu leur tiendrais tête comme ça. La fracture dans ma famille s'est approfondie au fil des semaines et des mois. Les dîners du dimanche appartenaient au passé. Les projets de vacances restaient incertains. Ma mère avait commencé à dire à des amis de la famille que je traversais une période difficile, et qu'ils devraient prier pour que je retrouve la raison. Mon père a adopté une approche plus directe, envoyant des emails de plus en plus sévères sur mes obligations et mon devoir envers la famille. Quand je n'ai pas répondu comme il le souhaitait, il a tenté d'impliquer des connaissances communes comme médiateurs, dont la plupart ont eu la sagesse de rester en dehors du conflit. Cassandra, maintenant visiblement enceinte, a utilisé sa condition comme une arme à chaque occasion. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle disait à qui voulait l'entendre que j'étais si jalouse qu'elle ait un bébé que j'avais saboté sa chance d'avoir une maison familiale convenable.
L'aspect le plus douloureux était le peu d'intérêt qu'ils montraient tous à comprendre mon point de vue. Pas une seule fois mes parents n'ont reconnu que peut-être ils auraient dû me consulter avant de faire des plans pour ma propriété. Pas une seule fois ma sœur n'a exprimé sa gratitude pour les années que j'avais passées à entretenir la maison qu'ils avaient tous soudainement décidé devrait être la sienne. C'était comme si mes sentiments, mon autonomie et mes droits légaux étaient simplement des obstacles gênants à leur plan plutôt que des considérations valables méritant le respect. Pourtant, aussi difficile que fut cette période, elle fut aussi étrangement éclairante. Pour la première fois, je voyais la dynamique de ma famille avec une clarté absolue, non filtrée par le désir de maintenir la paix à tout prix. J'apprenais à fixer des limites même lorsqu'elles entraînaient des conflits. Je découvrais que je pouvais supporter la désapprobation sans m'effondrer. Dans les moments de calme, je pensais parfois à ma grand-mère et je me demandais ce qu'elle penserait de tout cela. Plus je réfléchissais, plus je devenais convaincu que sa décision de me laisser la maison spécifiquement à moi plutôt qu'à la famille en général avait été délibérée. Peut-être avait-elle reconnu des tendances chez mes parents que j'étais trop proche pour voir clairement. Ne laisse jamais personne profiter de ton bon cœur, m'avait-elle dit. Pas même la famille, surtout la famille. Maintenant, je comprenais exactement ce qu'elle avait voulu dire. 6 mois passèrent avec un contact minimal entre moi et ma famille immédiate. Je me suis plongé dans le travail, j'ai établi de nouveaux records de vente dans mon agence et je me suis lentement adapté à des week-ends sans ma retraite à la campagne. J'ai maintenu une communication textuelle occasionnelle avec Tyler, qui fournissait de brèves mises à jour sur la grossesse de Cassandra et leurs préparatifs pour le bébé. Pendant ce temps, j'ai utilisé une partie de l'argent de la vente de la maison pour faire quelques investissements judicieux, travaillant avec un conseiller financier pour créer un portefeuille diversifié. J'ai également trouvé un petit mais charmant appartement plus près de la ville avec un balcon assez grand pour le jardinage en conteneur, un piètre substitut au verger que j'avais aimé, mais mieux que rien. De temps en temps, je recevais un texto de Gabriel avec une photo de la maison de campagne, une nouvelle fleur éclose dans le jardin ou de la neige fraîche sur le toit. Fidèle à sa parole, il avait préservé le caractère de l'endroit tout en se l'appropriant. Ces messages étaient doux amers, mais finalement réconfortants, sachant que la maison bien-aimée de ma grand-mère était entre de bonnes mains. Ma famille élargie a commencé à me contacter individuellement au fil des mois. Ma tante Déborah, la sœur de ma mère, m'a invité à déjeuner et à réellement écouter ma version des faits sans jugement. Ma cousine Elisabeth m'a incluse dans ses projets de mariage malgré l'objection apparente de ma mère. Lentement, je reconstruisais des liens sur de nouvelles bases, fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Puis est venue la nouvelle que Cassandra avait donné naissance à une petite fille en bonne santé, Lily. L'annonce n'est pas venue de ma sœur ou de mes parents, mais de Tyler, qui a envoyé un simple texto avec une photo de leur fille. Je pensais que tu voudrais savoir que tu es tante. Le minuscule visage sur cette image a remué quelque chose en moi. Un rappel que, malgré tout, cet enfant innocent était de mon sang, ma nièce. Quels que soient les conflits entre les adultes de la famille, il n'était pas de sa faute. Après mûre réflexion, j'ai pris une décision qui me semblait juste. J'ai créé un fonds d'études pour Lily en utilisant une partie du produit de la vente de la maison. Je l'ai arrangé par le biais d'une fiducie afin que l'argent ne puisse être utilisé que pour les frais d'études, et non accessible par ma sœur ou mes parents à d'autres fins. J'ai envoyé la documentation à Tyler et un petit cadeau pour le bébé, une couverture douce semblable à celle que ma grand-mère m'avait faite. Sa réponse a été immédiate et reconnaissante. Cela signifie beaucoup. Cassandra ne le dira peut-être pas maintenant, mais un jour elle appréciera ce que tu as fait. Que ce soit vrai restait à voir, mais je ne l'avais pas fait pour la reconnaissance. Je l'avais fait parce que cela correspondait à mes valeurs et honorait l'héritage de générosité que ma grand-mère m'avait montré. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix semblait plus âgée, plus sobre que dans mes souvenirs. « Tyler nous a dit ce que tu as fait pour Lily », a-t-elle dit après une salutation maladroite. « C'était attentionné de ta part. »« C'est ma nièce », ai-je simplement répondu. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. » Une longue pause a suivi. « Ton père et moi avons beaucoup réfléchi », a-t-elle finalement continué. « Peut-être que nous. Je n'ai pas géré les choses aussi bien que j'aurais pu avec la situation de la maison. » Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais de la part de ma mère, c'était sans précédent. Je suis restée silencieuse, attendant d'en entendre plus. « Tu nous manques au dîner du dimanche », a-t-elle ajouté. « Peut-être que tu pourrais venir ce week-end, rencontrer Lily. » L'invitation flottait entre nous, lestée de complications tacites. « J'aimerais la rencontrer »,
ai-je dit avec précaution. Mais maman, j'ai besoin de savoir que tu comprends pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne peux pas simplement faire comme si de rien n'était. Une autre longue pause. Je ne peux pas parler pour ton père ou ta sœur, a-t-elle finalement dit. Mais j'en suis venu à voir que nous aurions dû respecter le fait que la maison était à toi. Nous aurions dû demander, pas supposer. C'était une petite reconnaissance, mais significative venant d'une femme qui n'avait jamais admis sa faute de ma mémoire. Merci de dire ça, ai-je répondu, ma voix s'adoucissant. Ça compte beaucoup. Ce dîner du dimanche a été tendu mais civil. Mon père était guindé et poli, clairement mal à l'aise, mais faisant un effort. Cassandra était froide au début, mais s'est un peu adoucie en voyant avec quel naturel je prenais Lily dans mes bras. Le bébé était magnifique, avec les yeux bleus de Cassandra et les cheveux noirs de Tyler, une nouvelle vie non entachée par les conflits des adultes. Le fond d'étude était très généreux, a dit mon père alors que nous mangions le dessert, la première référence directe à la situation de toute la soirée. Cassandra me dit que cela couvrira 4 ans dans une bonne école. Je voulais faire quelque chose de significatif pour Lily, ai-je expliqué. Quelque chose qui ferait une différence dans son avenir. Nous avons réfléchi, a interjeté ma mère avec précaution, que peut-être nous nous sommes trop concentrés sur la maison elle-même plutôt que sur le tableau d'ensemble du soutien familial. Ton père et moi avons décidé d'aider Tyler et Cassandra avec un acompte sur un appartement qu'ils ont trouvé. Un appartement dont ils peuvent se permettre les mensualités eux-mêmes. C'était une nouvelle information et à en juger par l'expression de Cassandra, un développement récent. Cela semble être une bonne solution, ai-je répondu. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début, a admis mon père d'un ton bourru, le plus proche qu'il viendrait probablement de reconnaître son erreur. Au cours de la soirée, je me suis retrouvé à partager un moment tranquille avec Cassandra sur le porche pendant qu'elle berçait Lily pour l'endormir. J'étais vraiment en colère contre toi, a-t-elle dit doucement, sans me regarder. J'avais l'impression que tu avais choisi une maison plutôt que moi et mon bébé. Ce n'a jamais été le choix, ai-je répondu. J'avais l'impression que mon autonomie, mon droit de prendre des décisions sur ma propre propriété était complètement ignoré. Comme si ce que je voulais n'avait pas d'importance. Elle est restée silencieuse un moment. Je suppose que je n'ai jamais pensé à ça de ton point de vue. Maman et papa ont toujours fait comme si la maison était une sorte de bien familial. Et comme j'en avais plus besoin que toi. Mais ce n'était jamais à eux de décider, ai-je doucement souligné. Tout comme je ne me permettrai jamais de prendre des décisions sur ta vie ou tes biens sans te consulter. Elle a hoché lentement la tête, regardant sa fille endormie. La maternité me fait réfléchir différemment à beaucoup de choses. Aux limites et au respect. Je veux que Lily grandisse en sachant que ses opinions comptent, que personne n'a le droit de prendre des décisions pour elle sans son consentement. Cela ressemble à une excellente éducation parentale, ai-je dit, sincèrement impressionné par cette lueur de maturité de ma sœur. Je ne peux pas promettre que maman et papa comprendront un jour complètement ce qu'ils ont fait de mal, a-t-elle continué. Ils sont assez têtus. Mais je pense que je le comprends maintenant, et je suis désolé, Amanda. Pas pour avoir voulu une bonne maison pour mon bébé, mais pour avoir supposé que j'avais droit à la tienne. Ces excuses, bien plus directes que celles de ma mère, m'ont fait monter des larmes inattendues aux yeux. Merci de dire ça. Ça compte plus que tu ne le penses. Dans les mois qui ont suivi, notre famille a entamé un processus de guérison lent, parfois maladroit. Les dîners du dimanche ont repris, bien que maintenant ils aient souvent lieu dans mon nouvel appartement ou dans celui de Tyler et Cassandra. Mes parents n'ont jamais pleinement reconnu l'étendue de leur dépassement, mais ils ont fait des efforts pour montrer du respect pour mes limites d'autres manières. J'ai maintenu mon amitié avec Gabriel, acceptant occasionnellement son invitation à visiter la maison de campagne. C'était différent maintenant, la voir en tant qu'invité plutôt qu'en tant que propriétaire. Mais il y avait aussi une guérison là-dedans. Un rappel que lâcher prise ne signifiait pas tout perdre. Alors que Lily grandissait de nouveau-née à nourrisson puis à curieuse exploratrice, elle est devenue un pont entre des relations autrefois fracturées. Il était impossible de garder des rancunes en la regardant découvrir le monde avec un émerveillement aux yeux écarquillés. À travers elle, j'ai trouvé une nouvelle connexion avec ma sœur, un investissement partagé dans l'avenir qui transcendait les conflits passés. Ma grand-mère avait eu raison depuis le début. La famille était importante, vitale même, mais des relations familiales saines nécessitaient du respect, des limites et le courage de rester ferme lorsque ces limites étaient franchies. La maison qu'elle m'avait laissée m'avait finalement appris cette leçon de manière inattendue. En fin de compte,
je n'ai pas regretté d'avoir vendu la maison de campagne. Ce que j'avais gagné, aussi douloureux que le processus ait été, était quelque chose de plus précieux. La connaissance que je pouvais me défendre, même contre ceux que j'aimais le plus, et en sortir plus forte de l'autre côté. L'amour familial, avais-je appris, ne devrait jamais exiger le sacrifice de son respect de soi. Le véritable soutien familial va dans les deux sens, honorant l'autonomie de chaque personne tout en offrant une aide sincère. Il a fallu une crise pour nous apprendre à tous cette leçon.